Sud Radio, il est 8h15, c'est l'heure du petit déjeuner politique et nous accueillons Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Bonjour. Bonjour Bienvenue. Sarah El Haïry, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. La vaccination des enfants, la rentrée scolaire repoussée ou non, les intentions de vote, notamment chez les jeunes, la question des parrainages, on va évoquer tous ces sujets, mais d'abord la montée du variant Omicron et le gouvernement, votre gouvernement qui accélère donc son calendrier sur le pass vaccinal, Conseil des ministres exceptionnel lundi prochain, au lieu du 5 janvier comme c'était prévu à la base. C'est un peu panique à bord ou pas du côté du gouvernement en ce moment ? Non, c'est accélération aujourd'hui de la présence du variant, donc on accélère aussi. Vous savez, il n'y a pas de vacances avec le Covid, il n'y en a pas du tout. Et donc si on veut préserver un temps de pause, un temps de repos en famille, tout le monde tient à Noël. Tout le monde est un peu fatigué et tout le monde a envie d'avoir ce moment qui est important. Eh bien nous on fait quoi ? Eh bien on met les bouchées doubles pour que les soignants aient un maximum de doses, que ceux qui ont des brevets de secourisme puissent être présents. Avec les maires, on ouvre des centres de vaccination complémentaires. Et d'ailleurs, franchement, moi je dis chapeau bas à tous ceux qui permettent de la vaccination aujourd'hui partout dans notre pays, parce que hier, on a quand même dépassé des records, plus de 950 000 personnes vaccinées. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire des gens qui s'organisent pour trouver leur créneau, qui y vont de bonne volonté. Et face à tout ça, tu continues à être fier. Enfin, moi, en tout cas, je suis vachement fière de mon pays, parce que est-ce que c'est pas une forme de déni de démocratie, justement, en accélérant de cette façon-là, comme ça, finalement, ce calendrier-là, en mettant un peu la pression ? Très sincèrement, le déni, il serait de pas protéger les gens, oui. Parce que en attendant, juste hier, combien il y a eu de morts du Covid ? Il y a eu plus de 225 morts. Il y a eu un pic de contamination. Moi, vous savez, j'ai fait le choix, en toute responsabilité, d'avoir mes 3 doses, d'être vaccinée, parce que j'ai envie de passer Noël avec mes parents. Et en étant protégés, en les protégeant. Et pour ça, en fait, il n'y a rien d'autre à faire que le vaccin, les gestes barrières et faire gaffe sur ces dernières périodes, quitte à, au moindre doute, se faire tester. À part ça, il n'y a pas tellement en réalité d'outils. Donc chapeau à ceux qui nous le permettent. On accélère sur le pass vaccinal, mais à l'inverse d'autres pays, très nombreux, en Europe, mais pas seulement dans le monde, pas de mesures d'urgence là, pour le moment, actuellement, en prévision des fêtes ? Parce que nous, on n'est pas pris de court. À la différence des autres pays, est-ce que aujourd'hui les Français se sont fait massivement vacciner ? La réponse est oui. Est-ce qu'on a assez de doses ? La réponse est oui. Est-ce qu'on a ouvert on a l'objectif d'ouvrir plus de 600 centres de vaccination supplémentaires ? La réponse est oui. Face à tout ça, moi je dis au contraire, facilitons la vie à ceux qui ont envie de se faire vacciner, ouvrons des centres encore plus proches, faisons que les doses soient chez nos pharmaciens, chez nos médecins, pour que qu'on soit rural ou urbain, qu'on soit jeune ou un peu moins jeune, et bien qu'on puisse avoir sa dose. Moi sincèrement, notre combat il est là, hein. Et moi je dis à tous les jeunes qui ont envie de retrouver leur famille, parfois leurs frères, leurs sœurs, leurs grands-parents, profitez de ce temps-là, juste avant Noël, pour faire hyper attention, un maximum de distanciation, un minimum d'interaction sociale. Il reste quasiment rien avant de se retrouver en famille. Et le plus important, c'est de passer des fêtes de fin d'année, en toute sécurité. Et pour ça, oui, on se dote de nouveaux moyens. Oui, on met le pass vaccinal. Et oui, on se dote de ça dans le cadre d'une démocratie la plus vivante et en meilleure santé qu'il puisse y avoir, c'est-à-dire avec un débat parlementaire. Sarah El Haïry, ce week-end, vous avez affirmé que les personnes non vaccinées étaient des pro-virus. Vous maintenez toujours ces propos ? En fait, pour moi, c'est assez clair, oui. J'ai pas. Est-ce que c'est la meilleure façon ? Est-ce que c'est la meilleure façon finalement de dire aux non vaccinés, justement, de se vacciner ? Ça fait 2 ans et demi qu'on dit aux non vaccinés de se faire vacciner, non pas parce que ça me fait plaisir ou ça nous fait plaisir. Enfin, franchement, c'est parce que ça leur permet à eux d'être en bonne santé, aux gens qui les entourent et qu'ils aiment quand même au passage d'être protégés, et au passage de ne pas obliger... Totalement, il faut préciser. Bien sûr que si. Quand on est vacciné, on risque 90 fois moins de se retrouver à l'hôpital, en réanimation et de mourir du Covid. Si on considère que ça, ce n'est pas de la protection, je ne sais pas ce que c'est. La protection du vaccin, c'est de ne pas se retrouver à l'hôpital, en réa et en mourir. C'est ça la réalité. Ça baisse le risque. Est-ce que ce virus tue ? Oui. Et donc on a des personnes qui sont sur des schémas vaccinaux complets et qui sont en réanimation aujourd'hui. C'est important de le dire aussi. Oui, bien sûr, c'est important de le dire. Mais c'est une minorité. Faut pas le nier. Je ne le nie pas, mais c'est une très large minorité. Et ce que aujourd'hui la pandémie nous a appris et la science nous a illustré, c'est simplement que c'est la meilleure arme qu'on ait. Et vous savez, moi je suis
je comprends et je suis hyper à l'aise avec l'idée de il y a un an et demi, on savait pas. On savait pas ce que ça faisait comme effet secondaire. On savait pas quelle allait être la protection. Et très sincèrement, c'est normal de se poser des questions. Enfin, franchement, c'est même plutôt sain de se dire comment je fais, quel est le cycle. Mais au bout de 2 ans et demi, quand t'as la terre entière qui se fait vacciner, que aujourd'hui le vrai sujet c'est d'avoir des doses, d'avoir un schéma vaccinal complet, de se protéger, que tu vois qu'au bout de 2 ans et demi, les hôpitaux aujourd'hui ils sont quand même fatigués parce qu'il y a des relents de variant après variant. Non. La science a suffisamment illustré la pertinence du vaccin pour dire aux non-vaccinés, là, c'est le moment d'avoir un acte de responsabilité individuelle supplémentaire. On a quand même parce le que la PDG responsabilité qui dit collective, elle est là. Lui-même que sur la 3e dose, pour le coup, il y a encore plein d'incertitudes. Voilà, combien de temps ça va permettre? C'est un coup de booster. Combien de temps ça va permettre de se protéger? On a Israël qui commence la 4e dose pour les soignants, pour les personnes de moins de 60 ans. Vous comprenez que pour certains, il y a une forme de fatigue là-dessus, de se dire, on va se faire vacciner combien de fois? Totalement. Voilà. Mais alors la question c'est, est-ce qu'on est fatigué et on se dit combien de fois je vais me faire vacciner, ou est-ce que je prends le risque de mourir et de me retrouver en réa? Moi, vous savez, mon choix il est très vite fait. C'est oui, aujourd'hui il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore dans les variants puisqu'on voit qu'ils évoluent. On n'a pas on n'a pas le luxe. En tout cas, moi je crois que face à un virus qui t'envoie à l'hôpital, qui te tue, on n'a pas le luxe de se dire avec une certaine pudeur, peut-être pas. Aujourd'hui, le vaccin, il protège. C'est le meilleur bouclier qu'on ait. C'est simple. Il faut se faire vacciner. Et de toute façon, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ils prennent des risques. Pour eux, c'est vrai. Mais ils mettent en risque les autres. Et c'est pour ça que je leur dis, mais autant au début, je comprends. Mais là, pas avec autant de recul, pas avec le monde entier qui est en train qui ne cherche qu'une chose, se protéger. Sur la vaccination des 5-11 ans, elle débute aujourd'hui, donc cette campagne de vaccination des 5-11 ans, le taux d'incidence particulièrement élevé, inquiétante chez les jeunes, chez les enfants. Pourquoi ne pas se laisser une semaine de marge finalement, en repoussant de quelques jours, d'une semaine la rentrée, pour avoir justement cette période d'incubation, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis à la rentrée? On a le cap sur l'école, il a toujours été le même, mais depuis le début de la pandémie, depuis le début de la crise. On garde les écoles ouvertes, non pas encore une fois pour se faire plaisir, c'est parce que l'école est absolument essentielle pour les enfants eux-mêmes en fait à la base. Et donc, on garde cette école ouverte pour qu'ils puissent apprendre, qu'ils soient les moins impactés par cette crise sanitaire. D'ailleurs, quand on se compare par rapport aux Allemands ou aux Italiens, on a fermé nos écoles 6 fois moins. Et pourquoi ? Parce que finalement on voit que quand tu mets pas les enfants à l'école, il y a des questions de retard d'apprentissage. On démultiplie les inégalités parce que tout le monde n'apprend pas de la même manière. S'il a ses parents pour l'aider, s'il a un ordinateur, si finalement il est 1 ou 3 dans la même chambre. Face à tout ça, notre pays, notre modèle social, c'est de protéger ces petits-là. Ces petits, les protéger, c'est les mettre à l'école. Est-ce qu'elle peut devenir obligatoire d'ailleurs, cette vaccination des enfants, ou entrer dans une forme de passe sanitaire, de passe vaccinal? C'est envisageable à l'avenir? Non, ça pourrait se faire. Vous savez, cette crise, elle nous a appris une chose. Jamais dire jamais. Ça, c'est clair. Vrai, ouais. Non, mais pour le coup, il faut avoir l'humilité de le dire. Enfin, personne n'imaginait qu'il allait y avoir... Tous les ministres ne le disent pas, justement, non pas cette humilité-là. Moi, je pense qu'on a des variants qui arrivent, il y a des choses qui évoluent, il y a la science qui nous éclaire au fur et à mesure. La seule chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a pris une décision, on ne l'a pas prise. Ni au petit bonheur la chance, ni au peut-être que ça fera l'affaire. On s'est toujours appuyé sur des données médicales, des données scientifiques, sur des autorités scientifiques. Et donc, pour les enfants, moi, je suis assez à l'aise. Je comprends que les parents se questionnent. C'est normal, c'est des enfants. Sauf que quand on donne cette opportunité-là, c'est une possibilité. C'est sur la base du volontariat. On emmène ses enfants si on veut. Et en plus, mine de rien, ils ont tellement donné pendant ces 2 ans. Les masques, la distance, pas de jeu dans la cour, parfois pas de cours, des cours à distance. Moi, j'ai envie de dire, le plus important, c'est qu'ils gardent un rythme le plus normal possible. Et d'ailleurs, c'est eux qu'on doit protéger le plus. La campagne de vaccination qui s'accélère avec pas mal de monde dans les centres, notamment pour cette 3e dose, cette dose de rappel. Vous étiez hier en Seine-et-Marne, à Fontainebleau, dans un centre de vaccination. En tant que secrétaire d'État à la jeunesse, en charge notamment du service national universel, vous avez appelé les jeunes finalement à s'engager, à participer à cet effort dans la lutte contre le Covid. Concrètement, ça veut dire quoi? De quelle manière? C'est-à-dire qu'ils vont aider, vous les appelez justement à aider dans ces centres? Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui prennent leurs vacances de Noël. Et moi, franchement, ça me galvanise de fierté de voir une jeunesse aussi mobilisée.
face à une crise sanitaire, face à une pandémie qui nous touche tous, parce que eux, ils prennent pour certains leurs vacances de Noël pour aller dans des centres de vaccination, donner un coup de main. Alors c'est qui ces jeunes ? C'est des jeunes qui se sont engagés dans le service national universel, qui a un grand projet, une sorte d'aventure citoyenne qu'on met en place. Cette année, c'est 50 000 jeunes. C'est une promesse jeunes. d'Emmanuel Macron. Tout à fait. Une promesse, mais c'est une promesse du président de la République qui date de 2017, qu'on a mis en œuvre, qu'on fait monter en charge, où on est encadré par des militaires, des responsables bénévoles et associatifs de l'éducation populaire. Combien au total 50 000 cette année. 000 et des enseignants. Et combien pour aider justement pour lutter contre aujourd'hui, sur les centres de vaccination? Aujourd'hui, on n'a pas spécialement consolidé le nombre qui sont dans les centres de vaccination, mais j'ai été par exemple à Rouen, ils y étaient, hier à Fontainebleau, ils y étaient. On les reconnaît parce qu'ils ont des polos et ils ont un petit logo Service National Universel. Quelques centaines, quelques milliers je pense qu'on doit être à quelques milliers de jeunes. Et en tout, l'année dernière, il y a eu 15 000 jeunes qui ont fait le Service National Universel. Cette année, 50 000 sont attendus. J'en profite, ça peut être un magnifique cadeau de Noël si les grands-parents ont envie de l'offrir à leurs petits-enfants ou à leurs enfants. Ils peuvent les inscrire encore jusqu'à fin décembre. Il suffit d'aller sur snu.gouv.fr, de découvrir évidemment cette aventure, d'avoir entre 15 et 17 ans et d'être français. Et dans le même temps, l'abstention des jeunes aux différentes élections, aux régionales, on avait au premier tour 87% des 18-24 ans qui se sont abstenus donc sur ce premier tour. Est-ce que vous avez des pistes très concrètes? Alors certains demandent sur le droit de voter à partir de 16 ans. Est-ce que vous avez des pistes concrètes? Alors ça, je crois que vous êtes contre. Est-ce que vous avez des pistes concrètes justement pour faire en sorte qu'il y ait une participation plus élevée chez les jeunes? Oui. Il y a une sorte, je crois qu'il faut un électrochoc démocratique, mais très sincèrement, parce que la jeunesse que je vois, je vais vous dire, ce que je vois, c'est qu'on n'a pas une jeunesse qui s'en fiche. On n'a pas une jeunesse qui ne se mobilise pas, c'est pas vrai. On a une jeunesse qui marche pour le climat, on a une jeunesse qui crée Yuka, on a une jeunesse qui va dans les centres de vaccination pendant les vacances scolaires, on a une jeunesse qui pendant la pandémie, elle a inventé des manières de garder contact avec les personnes âgées. Enfin, on a une jeunesse qui se préoccupe des solidarités chez nous et en dehors de chez nous, qui a une humanité comme je crois on a rarement vu en termes générationnels. Sauf que cette jeunesse, elle croit plus à la force de la démocratie. Elle croit plus à la force du vote. Et comment on fait concrètement justement pour qu'elle y croie de nouveau? Je pense qu'il y a 3 grands piliers. Oui. Le premier d'entre eux, c'est d'ouvrir nos institutions et de montrer que oui, quand on s'engage en politique, c'est pas un gros mot, que c'est une chance, donc que ça, c'est pas de la petite tambouille. Et comment on fait ça? Eh bien, on fait ça. Moi, j'ai fait le choix, par exemple, pendant la présidence française de l'Union européenne, que tous les conseils des ministres européens soient ouverts aux jeunes et qu'ils voient comment ça se passe, mais de l'intérieur. Et on ne fait pas une politique publique pour la jeunesse sans elle. C'est-à-dire qu'on la pense avec elle, on accepte d'être challengé, elle est plus transparente. Ça, c'est pour le fond. Pourquoi je fais ça? Parce que les élections européennes, on a un taux de participation des jeunes le plus haut. Ça veut dire que quand ils veulent, ils y vont. Ouais, ensuite, c'est évidemment la participation. Ensuite, ça va être la participation, je crois, c'est important, des parents, des élus locaux. De belles cérémonies qui sacralisent la remise de la carte électorale. Ça redonne de l'importance à ce moment, à ce devoir. Moi, je considère que c'est un devoir, si c'est un droit, mais quand il est appliqué, c'est un devoir qu'on a vis-à-vis du collectif. C'est aussi le renforcement de l'éducation civique et morale qu'on fait avec Jean-Michel Blanquer. Parce que oui, quand tu ne connais pas tes institutions, quand tu connais pas leur capacité à faire d'impact, eh bien tu te sens pas spécialement attaché. Et puis enfin, je crois que c'est absolument essentiel, c'est aussi de moderniser notre manière de voter. Je crois que c'est nécessaire. Faciliter les inscriptions sur les listes électorales, peut-être sur les campus, moi en tout cas j'y crois. Ouais. Permettre de télécharger sa carte électorale de manière numérique pour la rendre plus accessible. Aller à une meilleure accessibilité de l'information électorale, c'est-à-dire les documents, les programmes. Et enfin, au-delà des procurations, peut-être ouvrir la question du vote à distance, du vote électronique et certainement, moi je crois que c'est important, mais ma famille politique l'a toujours porté, la proportionnelle qui permet que chaque vote compte et donc effectivement qui remobilise les jeunes. Ouais. Une jeunesse en tout cas qui vote, en tout cas sur les intentions de vote, sur notre balise IFOP fiduciale dont on a parlé récemment pour Sud Radio, qui vote finalement en intention de vote autant à l'extrême droite que pour Emmanuel Macron, notamment avec Éric Zemmour qui est en ce moment entre 12 et 14% et qui n'arrive toujours pas à avoir ses parrainages. Est-ce que c'est normal dans une démocratie d'avoir un candidat qui a 12-14% d'intention de vote et qui n'arrive pas à obtenir 500 signatures? Sur le sondage dont vous venez de parler, il se trouve que le président de la République a toujours été extrêmement stable chez les 18-24 ans, parce que je crois qu'il a cette énergie de la jeunesse, en tout cas il a fait de la jeunesse sa priorité, et ça se voit dans ses sondages. Et sur la question des parrainages? Sur la question des parrainages, vous savez, là, il y a une sorte de rhétorique de l'extrême droite assez classique,
Et Éric Zemmour ne fait rien d'autre que la réutiliser. On a vu d'abord Monsieur Le Pen le faire, puis Madame Le Pen le faire. Enfin, c'est du bluff. Le Pen Femme. Vous savez, l'extrême droite le fait à chaque fois. À chaque fois, c'est la même chose. C'est je ne vais pas avoir mes parrainages. Vous allez passer, on va passer des discours de haine, des discours racistes, des discours de fracture qu'on a pu entendre dans ces discours, à un moment qui va être un moment de victimisation. C'est le système se retourne, je ne peux pas les avoir, je n'y arrive pas. C'est simple. Donc pour vous, c'est faux là-dessus. Non, c'est simple. C'est une stratégie. En tout cas, c'est une stratégie d'extrême droite, ça c'est une certitude. Par contre, ce qui est simple, c'est que c'est un temps démocratique. Les parrainages, c'est le premier contact du candidat Zemmour à une réalité démocratique. Qui donne ces parrainages? Des maires, des conseillers régionaux, des conseillers départementaux, des élus. Évidemment, et heureusement qu'ils ne sont pas anonymes. Vous savez, quand vous élisez quelqu'un, vous lui donnez la responsabilité. Parle de pression sur certains élus. Écoutez, il y a plusieurs choses. Est-ce que dans des intercommunalités, on a vu des vidéos circuler où on se dit « je n'ai pas envie de sortir du rang parce que finalement les propos de Éric Zemmour sont nauséabonds ». Moi je comprends. Maintenant, il y a dans le débat public une pensée qui est posée et portée par M. Zemmour. Ça sera la responsabilité des élus locaux et des élus qui ont cette possibilité que la loi leur reconnaît, que notre Constitution leur reconnaît, de donner ou pas leur parrainage. Mais ça engage. Sarah El Haïry, j'aimerais qu'on termine sur cette polémique à Sciences Po Grenoble, cet enseignant Klaus Kinzler, accusé d'islamophobie, qui a été suspendu par l'établissement pour une durée de 4 mois. Son nom avait été placardé à l'entrée de l'IEP. Il dénonce une chasse idéologique. Que pensez-vous de cette suspension déjà de cet enseignant? Et est-ce que l'université française est de plus en plus rongée ou pas par les idées de wokisme, de cancel culture? Moi, vous savez, je suis pour le coup une combattante. Je considère qu'il faut combattre les deux idéologies qui nous mettent et qui nous prennent en tenaille et qui ne nous permettent pas de vivre un modèle universaliste français. Qui veut dire quoi? Parce que dit comme ça peut paraître un peu général. Ça veut dire qu'on reconnaît chaque citoyen pour ce qu'il est, par ses actes. On reconnaît les gens parce qu'ils sont français. En fait, on se préoccupe pas ni de leur couleur de peau, ni de leur religion, ni de qui ils ont dans leur lit. C'est-à-dire que je m'intéresse pas à leur sexualité. Je ne veux pas savoir qui il y a dans leur lit. Donc ça veut dire qu'on laisse faire ce qui se passe du côté de Sciences Po Grenoble. En fait, ça ne vous concerne pas? C'est pas ce que je dis. Si vous écoutez ma pensée, je dis que moi, mon modèle, il est universaliste, il est humaniste. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lutte contre le wokisme. Ça veut dire que je lutte contre l'intersectionnalité. Ça veut dire qu'on lutte contre la cancel culture qui déboulonne les statuts, qui veut revoir notre histoire. Mais je lutte en même temps contre l'extrême droite. Donc ça, c'est une position, ça, on l'a compris. Mais bien sûr, mais cette tenaille identitaire, il faut lutter contre. Mais alors du coup, concrètement, sur le cas, par exemple, là, de Sciences Po Grenoble, ça veut dire que le gouvernement va réagir ou pas? Mais en fait, le gouvernement a déjà réagi et il continuera à réagir. Parce que ce combat-là, il est contre notre modèle. Et c'est exactement ce que j'essayais de vous démontrer. Notre modèle de société, celui qui est porté par le président de la République, celui qui est porté par notre majorité plus largement, mais en réalité par un arc républicain qui nous dépasse même, parce que ce n'est pas une histoire de parti politique. Ça va aujourd'hui du président du Parti communiste français, par Monsieur Roussel, qui est un républicain ferme, jusque chez des républicains aujourd'hui, je veux dire des anciens UMP, et donc de la droite républicaine française. Et en attendant, au milieu, vous avez des grands défenseurs de cette République universaliste. Sur cette question-là, la suspension de l'envoquer des subventions de la région à Sciences Po Grenoble, c'est une bonne chose ou pas? C'est une bonne décision? Moi, ce que je vois, c'est qu'il ne faut absolument pas laisser des discours aujourd'hui wokistes mettre une chape et porter ou peser sur la voix de certains enseignants. C'est absolument essentiel. Il a pris une décision, il est patron d'une collectivité. Vous savez, moi, en tant qu'élu local, je détesterais qu'on me dise c'est bien, c'est pas bien d'avoir décidé. Il y a une liberté d'action. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut rien mettre sous le tapis. Il a pris une décision et c'est très bien. Sarah El Haïry, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Merci à vous. Merci et bonne beaucoup. journée. 8h34.